Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT d'éducation. Tout de suite, le sommaire. Alors que les signalements pour atteinte à la laïcité à l'école ont doublé en octobre, eh bien, quelle doit être la réaction de l'Éducation nationale? C'est notre question du jour. On y répond avec nos invités dans un instant. C'est un groupe scolaire où l'on vient en tenue, où le téléphone portable est interdit et où on peut même choisir les cours auxquels on assiste au lycée. En deuxième partie d'émission, eh bien, focus sur le groupe scolaire Sévigné dans l'Oise. Son directeur sera avec nous. Enfin, ce sera l'heure de retrouver Loïc Landreau. Il nous racontera l'histoire d'un indispensable pour les élèves, l'histoire de l'effaceur. Loïc Landreau qu'on retrouve tout de suite pour l'actualité en bref. Bonjour Loïc. Bonjour Virginie, bonjour à tous. On commence avec cette enseignante placée sous protection policière près de Toulouse. Oui, à Montauban, très précisément, sous protection, pour avoir formulé des remarques à une lycéenne vêtue en abaya. Cette longue robe portée dans les pays musulmans et interdite dans les établissements publics en France. La scène se déroule le 23 septembre dernier. Une élève de première, mécontente des réflexions autour de son habit, s'explique avec sa professeure d'espagnol après le cours et elle la filme à son insu. 10 jours après l'altercation, faute d'avoir obtenu des excuses, eh bien, elle publie la vidéo sur TikTok en floutant le visage de son enseignante, en modifiant sa voix et en sous-titrant ses propos. Immédiatement, les commentaires haineux se multiplient et l'identité de l'enseignante commence à fuiter. 2 plaintes ont été déposées à ce jour. La première par la jeune femme pour injure publique en relation avec la race ou la religion tenue par une personne dépositaire de l'autorité publique et la seconde par la professeure en question pour atteinte à l'intimité privée. Et oui, ce sujet de la laïcité, effectivement, qui fait l'objet de la question du jour dans notre émission. On continue avec le retour des cours imposés de mathématiques au lycée. Pape Ndiaye l'a annoncé hier dans Les Échos. Dès la rentrée 2023, les mathématiques redeviennent obligatoires dans toutes les classes de première générale. Il faut se rappeler que depuis 2019, la discipline a disparu du tronc commun pour devenir une option. Conséquence, un élève sur 3 décide d'arrêter les maths dès la fin de la seconde générale. Le ministre a donc officiellement acté leur retour avec 1h30 de cours supplémentaires par semaine pour tous les élèves qui n'ont pas choisi les mathématiques en spécialité. Une initiative qui est d'ores et déjà dénoncée par les syndicats qui parlent de bricolage et anticipent une pénurie d'enseignants. Et en parlant de pénurie d'enseignants, justement, Pape Ndiaye qui réaffirme la prolongation de la période d'inscription au concours de l'Éducation nationale. Oui, on en parle depuis plusieurs semaines déjà sur ce plateau. Le métier d'enseignant n'attire plus, malheureusement, et le ministre ne peut que constater le manque d'engouement pour cette nouvelle session d'inscription. Normalement, elle devait se clore le 18 novembre. Elle a été prolongée jusqu'au 2 décembre. Et ce fut d'ailleurs le thème de la fameuse Minute Pape, dont on a aussi parlé ici, cette pastille vidéo désormais publiée chaque vendredi sur les réseaux sociaux. Regardez. Si vous souhaitez enseigner, vous pouvez vous inscrire. C'est actuellement le bon moment. Jusqu'au 2 décembre, vous pouvez le faire sur le site internet de l'Éducation nationale, que ce soit pour le métier de professeur des écoles ou pour celui de professeur de collège ou de lycée. Nous avons besoin de vous et les jeunes de ce pays ont également besoin de vous. Alors inscrivez-vous et rejoignez l'Éducation nationale. Et on termine avec Emmanuel Macron qui a répondu aux questions des internautes sur l'écologie. Oui, la semaine dernière, à l'occasion de l'ouverture de la COP27, le président de la République avait proposé d'éclaircir l'action du gouvernement en termes de protection de la planète. Des centaines de questions lui ont été envoyées sur les réseaux sociaux et il a donc publié ses réponses hier, évoquant notamment les mesures prises dans les cantines scolaires pour limiter le gaspillage alimentaire. Il a évoqué l'interdiction de jeter des denrées encore consommables, désormais inscrites dans la loi, il a bien précisé. Le don aux associations aussi, mais pas que. On a un objectif, c'est que le gaspillage alimentaire en 2025 soit 2 fois moins important qu'en 2015. Et puis qu'on arrive à le réduire à 0. C'est l'objectif. Alors en plus de tout ça, ce qu'on est en train de mettre en place, grâce à une loi qui a été votée en 2021, c'est maintenant de permettre que, en particulier nos collégiens et nos lycéens, puissent choisir leur repas avant. Et pour les écoles, que les familles puissent le faire pour leurs enfants. Si on choisit le repas ou qu'on peut choisir les options avant, ça permet pour les cantines de mieux s'organiser, du coup de commander comme il faut et d'avoir moins de gaspillage, moins de reste. Et ça c'est quelque chose de très concret, mais qui permet aussi de réduire ce gaspillage. Alors je propose justement qu'on fasse une émission spéciale dans quelques jours justement sur les cantines scolaires et le gaspillage alimentaire parce que ça vaut le coup. Oui. De se préparer comme ça et de savoir 2 jours avant ce que tu as envie de manger pour un enfant qui a 7 ans, je pense qu'il faut qu'on en discute. Ce sera frites, nuggets, pizza.
Oui, enfin non, je crois que justement, c'est pas rééduqué à ça, justement. C'est pour ça que la question se pose. Merci beaucoup. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Alors justement, on va parler laïcité à l'école, comment doit réagir l'éducation nationale face à la hausse très nette des signalements pour atteinte à la laïcité. C'est notre question du jour, on en parle tout de suite. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir Jean-Pierre Bellier. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes adjoint au maire de Nanterre en charge de l'éducation. Et face à vous, je suis ravie d'accueillir Pierre Juston. Bonjour. Bonjour. Vous êtes doctorant en droit public et spécialiste de la laïcité. Merci à tous les deux d'être là. Comme vous le savez, l'actualité est extrêmement chargée. Le ministre de l'Éducation a recensé 720 signalements en octobre pour des atteintes à la laïcité à l'école. Et je parle là juste dans le cadre de l'école. C'est en très forte hausse par rapport au mois de septembre, car on avait noté 313 signalements. Encore une fois, je parle de signalements qui ont été notifiés. Donc on sait bien que c'est ceux qui ont été recensés, notifiés très clairement, et qu'il y en a davantage. Une première réaction par rapport à cette hausse, Jean-Pierre Bellier? Écoutez, je ne vais pas me placer en lieu et place des propos du ministre. Si le ministre a fait cette observation, c'est qu'elle est certainement fondée, ne serait-ce que parce qu'il y a différents outils au sein de l'éducation nationale qui permettent de recenser tous ces signalements. Vous savez, il faut toujours se méfier des trompe-l'œil. Il y a un effet en trompe-l'œil qu'on connaît bien. Vous en avez évoqué un, à savoir que tous les signalements, tous les faits constatés ne font pas forcément l'objet d'un signalement. En revanche, dès lors que l'actualité braque ses projecteurs sur un phénomène, automatiquement, ceux qui s'abstenaient de signaler quelque chose qui leur semblait accessoire, finalement se sentent obligés de le faire. Donc, moi, j'analyse tout ça avec une certaine distance, même si je ne méconnais pas la réalité du terrain, qui est effectivement non pas une recrudescence, en tout cas sur mon petit territoire, modeste territoire de Nanterre. Je ne pourrais pas dire ça du tout, mais ça ne veut pas dire que Nanterre est à l'image de ce qui se passe sur le territoire national dans son ensemble. On va en parler précisément juste après, mais c'est intéressant parce que vous parlez de projecteurs braqués justement sur des phénomènes d'actualité. Pierre Juston, est-ce que c'est un phénomène de mode justement, ou est-ce que c'est un véritable mouvement de fond des étudiants que de pouvoir s'afficher à l'école avec des tenues religieuses ostentatoires? C'est difficile effectivement de pouvoir le dire. On n'a pas des preuves aujourd'hui qui amènent en tout cas moi j'en ai pas, à démontrer que ce phénomène qui existe maintenant depuis plus d'un an, parce que là on a des chiffres pour le mois de septembre et pour le mois d'octobre, en réalité c'est une lame de fond depuis plus d'un an, que ce phénomène serait en tous les cas à l'origine une manipulation par des islamistes intégristes, en l'occurrence puisqu'il s'agit essentiellement de la problématique des abayas, dont on parle aujourd'hui. Il y a à mon avis un phénomène de mode avec TikTok, les réseaux sociaux qui entraînent évidemment les élèves à aller dans cette direction pour une partie d'entre eux qui reste très minoritaire heureusement. Et puis sans doute, sans que je n'ai pour autant aucune preuve, il y a un intérêt des plus intégristes à pouvoir manipuler les élèves et à leur demander d'aller afficher de manière ostensible leur appartenance religieuse, à trouver, parce que ça s'est toujours fait, des failles au niveau de la spécificité de la laïcité à l'école. Pourquoi à l'école? Parce que c'est un service public qui n'est pas un service public comme un autre. C'est là où on élève les consciences, c'est là où les élèves peuvent être protégés d'une certaine manière aussi du monde extérieur, en tous les cas avoir un autre son de cloche que ce qu'ils ont dans leur vie privée et leur vie familiale. C'est l'endroit où on les arrache à leur déterminisme grâce aux éléments du savoir. Et donc tout naturellement, les intégristes religieux, c'est ce qu'ils ont fait en Algérie, c'est ce qu'ils ont fait dans un certain nombre d'autres pays quand ils sont arrivés au pouvoir, c'est attaquer directement l'école et les sports parce que ce sont deux endroits de l'émancipation des individus. Alors Pierre, c'est très intéressant tout ce que vous dites et on va justement décortiquer tout cela tous les trois ensemble avec tous ceux qui nous regardent évidemment. Je voudrais juste reprendre sur le côté, voir une vision un tout petit peu plus large. Pap Ndiaye s'est exprimé à ce sujet ce week-end, disant prendre le sujet à bras-le-corps en lançant une circulaire donc jeudi dernier. Est-ce que pour vous deux, et donc je vais m'adresser d'abord à Jean-Pierre Bellier, est-ce que pour vous, il a bien compris l'urgence de la situation et est-ce qu'il répond aux attentes des professeurs et chefs d'établissement avec ce type de circulaire?
À vrai dire, s'il a pris cette circulaire, c'est que la note qu'il avait adressée au recteur au mois de septembre était quelque peu ambivalente, ambiguë, contradictoire à certains égards, en tout cas à la lecture que pouvaient en faire certains chefs d'établissement, certains enseignants. Donc il a été nécessaire de repréciser un certain nombre d'éléments pour, mieux cerner la attitude que devaient adopter les responsables au sein du système éducatif. Là encore, on est dans une situation un petit peu paradoxale parce que même si ce texte est moins sujet à une libre interprétation, il n'en reste pas moins qu'il ne tient pas compte des conditions locales de température et de pression. Pour reprendre une Oui, c'est une image analogie. évidemment, mais Voilà. en fonction de l'endroit où vous êtes, effectivement, ce n'est pas du tout les mêmes situations pour les professeurs et chefs d'établissement. Bien évidemment, il y a un certain nombre d'établissements scolaires, du premier, parfois ça touche le premier degré, et du second degré a fortiori, qui sont plus sensibles, qui ont les nerfs à vif par rapport à cette problématique, parce qu'ils ont connu par ailleurs, dans des temps récents ou plus anciens, des événements qui ont mis cette question sur le devant de la scène. En revanche, on a des établissements scolaires, et donc des villes, des villages, où la circulaire peut sembler un peu anachronique, en tout cas pas forcément en raccord avec les problématiques que connaissent chaque établissement. Et ça, c'est un souci assez récurrent au sein du système éducatif. Vous ne le savez peut-être pas, mais je suis inspecteur général de l'éducation nationale par ailleurs. Donc je connais le système de l'intérieur, honoraire désormais. Donc Oui. Je peux m'exprimer librement, Bien sûr. en tout cas plus librement. Le défaut qu'on a un peu dans le système éducatif français, c'est qu'on pense tout de manière monolithique, monobloc. Alors qu'en vérité, ces questions-là doivent se piloter sur le terrain, dans un cadre fixé, clair et lisible pour tous, mais avec suffisamment d'intelligence dans les appréciations. Et je pourrais parler de Nanterre peut-être tout à l'heure. Oui, alors bien sûr, on va en parler. Justement, c'est la question qui s'est posée. Je comprends très très bien votre point de vue, mais c'est vrai qu'en tant que ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye était obligé aussi, j'imagine, de prendre la parole et justement de proposer une circulaire, bien sûr. Quel est votre avis, Pierre Juston, sur cette fameuse circulaire? Vous l'avez lue, j'imagine. Qu'en avez-vous pensé? Mais plutôt du bien. Moi, je trouve. J'étais étonné finalement parce que Pape Ndiaye, effectivement, a été beaucoup critiqué lors de son arrivée, eu égard à un certain nombre de prises de position dans le champ intellectuel qu'il avait pu avoir au préalable. Il a donné des gages sur cette question-là depuis son arrivée au ministère et j'ai trouvé que cette circulaire était plutôt bien rédigée, qu'elle allait plutôt dans le bon sens pour deux raisons. Il me semble qu'on voit bien que la philosophie globale de cette circulaire, c'est d'appliquer la loi de 2004 de manière claire, de manière limpide, de manière ferme, j'ose le dire, ce qui n'empêche pas une discussion et une pédagogie. Moi, c'est à peu près ma philosophie sur ce sujet-là et sur le terrain quand j'interviens, c'est d'appliquer de manière claire, de manière ferme la loi, et puis ensuite d'être assez souple sur la pédagogie, sur la discussion. Et d'ailleurs, la loi de 2004, pour les pourfendeurs, ou ceux en tout cas qui ne l'appréciaient pas, ils ne sont pas allés plus loin que le premier article. D'ailleurs, il n'y avait qu'un seul article qui disait qu'il y avait bien une période de dialogue qui s'opérait avec les élèves. Et elle est très importante, cette période de dialogue. C'est pour ça que cette loi, c'était une loi de justice et de dialogue, contrairement à ce que ces pourfendeurs ont pu dire. Donc moi, je trouve que cette circulaire, elle va dans le bon sens. Elle rappelle la philosophie générale de la loi. Et par ailleurs, surtout, elle met l'accent, il me semble que c'est le quatrième point, sur la formation. Et ça, c'est un point sur lequel je suis particulièrement sensible pour en faire beaucoup dans tous les services publics, mais notamment dans celui de l'éducation nationale. Et je pense qu'effectivement, les PERDIR, les personnels de direction, doivent être particulièrement mieux formés à cette question-là, pour différentes raisons, mais également les acteurs de terrain. On les oublie souvent, les conseillers principaux d'éducation, les assistants d'éducation, et évidemment les enseignants. Alors justement, parlons-en de cette formation, parce que c'était un point très important dans mes petites fiches. J'avais noté, j'ai 12 questions là-dessus, malheureusement on n'a pas le temps. On pourrait passer des heures à discuter de ce problème de la laïcité qui n'est pas forcément toujours respecté, et notamment dans le cadre de l'école. Le point de la formation, c'est la formation des professeurs, mais aussi des directeurs d'établissement. Je disais, Jean-Pierre Bélier, vous êtes adjoint au maire de Nanterre en charge de l'éducation, vous avez été aussi inspecteur. Donc comment ça se passe cette formation des professeurs et chefs d'établissement par rapport justement à ce problème de la laïcité? Comment on peut former quelqu'un à ce sujet-là? C'est difficile.
Alors, c'est d'autant plus difficile qu'il faut former des formateurs et que les formateurs sont eux-mêmes en charge de formation. Et on est dans un système qui parfois néglige les temps nécessaires à l'appropriation. C'est-à-dire qu'on est, si on remonte de la base vers le sommet, on a effectivement des jeunes pour lesquels on a mis en place un enseignement moral et civique, le EMC, dont vous avez forcément entendu parler. Bien sûr, ça s'appelait l'éducation civique à mon époque. Voilà, ça a apporté plein de noms à chaque fois. Voilà, c'est ça. Mais le principe reste le même. À mon époque aussi, Oui. Le principe reste le même, même si, paradoxalement, il n'a pas forcément tenu compte de l'évolution des mentalités. C'est-à-dire qu'on est encore dans un système où le MC se veut essentiellement descendant, c'est-à-dire faire partager, non pas faire partager, souvent faire apprendre un certain nombre de notions, un certain nombre de règles. En vérité, et pour avoir travaillé un peu sur ce sujet-là pendant quelques années, on voit bien que la notion d'appropriation est complètement secondaire. Et on est plutôt dans des modèles, j'allais dire, de descendants très académiques où on va inculquer des notions. Là où ça fonctionne bien, c'est là où on fait autre chose. Et on l'a vu dès lors que, notamment depuis la loi Peillon, pour faire vite, s'est mise en place, et où le MC a pris une autre dimension, et a fortiori après les événements de Charlie Hebdo, puis du Bataclan, ceux en charge de cet enseignement, de cette formation, se sont davantage pris au jeu de faire en sorte que les élèves soient mis en situation sociale. De devenir des véritables citoyens, finalement. Et des acteurs en charge, en quelque sorte, de la construction même de leur représentation de ce qu'est la laïcité, plutôt d'être simplement consommateurs à qui on dispense une formation. Et du coup, ça renvoie, et je passe à l'étage du dessus, à la formation des formateurs. Parce que de deux choses une, soit les formateurs, on les considère comme des dispensateurs de formation et donc à charge pour eux de débiter leur pensum pédagogique et éducatif, soit on considère que ce doit être des personnes en capacité de faire passer des concepts, des notions pour qu'elles soient appropriées, auquel cas on est tout à fait dans un autre modèle. Et on voit bien que, ça c'est avec mon témoignage, non pas d'élu, mais d'inspecteur général, d'une académie à l'autre, les choses se passent de manière radicalement différente. Vous le vérifiez aussi, Pierre Juston, ce que dit Jean-Pierre Bellier ? Oui, tout à fait. Je suis assez d'accord avec ce qu'il vient de dire. Je suis d'accord avec l'idée que malheureusement, d'une académie à l'autre, parce que évidemment, il n'y a pas les mêmes difficultés, les mêmes problématiques, l'application n'est pas la même. Je vous avoue que j'ai une vision assez jacobine des choses, sans être caricaturale, et pour le coup, je pense que ça devrait en être autrement, mais on ne peut pas faire fi des réalités territoriales qui existent, évidemment. Moi, je pense qu'il y a une question qui est au cœur aussi de ce sujet, c'est renforcer la mixité scolaire. Alors, je vais parler de quelque chose qui est fait dans le département de la Haute-Garonne, dans lequel j'habite, par le département, qui est très bien, qui est une négociation qui a été faite avec l'académie, notamment pour revoir la carte scolaire et pour faire plus de mixité, en détruisant des collèges ghettos et en permettant à des élèves qui étaient dans ces collèges de pouvoir aller dans d'autres collèges et de pouvoir se mélanger avec peut-être des élèves de centre-ville qui sont peut-être plus privilégiés. Et je pense que ça, c'est aussi un sujet de fond et qui serait intéressant que ce soit généralisé au niveau national, parce que ce qui pose problème, et ces disparités territoriales, elles existent aussi en raison effectivement de ces disparités d'un établissement à l'autre. Et je pense que si on voudrait que les choses soient appliquées correctement, de manière uniforme, alors je mets des grands guillemets à ce mot, partout, tout en ayant la même pédagogie qui était évoquée précédemment par votre autre invité, et bien que ce soit fait, en tout cas que ce soit généralisé, cette idée de mixité scolaire au niveau national.
Quand vous parlez de mixité, pour que ces choses soient claires, pour ceux qui nous regardent, c'est la mixité sociale, pas la mixité, on ne parle pas de parité là, ici, c'est bien pas sûr, homme-femme. bien sûr. C'est une mixité sociale pour justement combattre les inégalités et permettre à tout le monde de pouvoir essayer d'avoir le même enseignement dispensé, d'être à la hauteur. Jean-Pierre Bellier, je reviens sur votre ville, Nanterre. Parlons-en. Où se trouve le lycée Joliot-Curie qui malheureusement a fait l'actualité il y a très peu de temps, théâtre d'affrontement ces dernières semaines entre lycéens et forces de l'ordre. Alors, leur revendication initiale portait à la base sur donc, un cours de soutien scolaire ainsi que, c'est ça, sur la mutation d'un professeur. Je ne me trompe pas? Non, vous ne vous trompez pas. Bon, puis ça a dévié. Et c'est devenu aussi, c'est ça, un exemple cité pour justement le port de tenues religieuses ostentatoires. Est-ce que l'abaya donc est devenu un problème? Est-ce que c'est devenu une tenue religieuse ostentatoire qui ne doit pas être portée à l'école? Et qu'en est-il de la situation au lycée Joliot-Curie aujourd'hui? C'est très intéressant la façon dont vous présentez les choses parce qu'elle est l'exacte vérité. C'est-à-dire que le tout étant de savoir où se situe, quand et comment se situe cette déviation. En vérité, oui, au départ, les élèves de Nanterre n'ont jamais exprimé une quelconque difficulté quant à l'application de la loi de 2004. Oui, vous n'avez pas de problème avant. Aucun. Il y a eu un problème qui a été généré par une enseignante qui a été mutée dans l'intérêt du service lors de la précédente année scolaire, qui avait considéré que le miroir dans lequel se regardaient les jeunes filles qui voulaient réajuster leur voile se situait pas exactement à la sortie de l'école. Il se situait dans le lycée et donc elle a décidé de le peindre en noir pour que les jeunes filles ne puissent pas se réajuster. Quelle riche idée de sa part, franchement. Sans commentaire. Non mais c'est de la provocation, ça. Ça a été de la provocation et c'est ce qui a créé l'an dernier des difficultés. Mais pas l'an dernier, il y a 2 ans. Et dans ces conditions-là, la proviseur du lycée avait fait le choix de mettre un miroir à l'extérieur du lycée, juste sur les grilles du lycée, de telle sorte que les jeunes filles qui voulaient réajuster leur foulard, il y en a, sur 1700 élèves, on va dire qu'il y a 10 gamines qui font attention à se remettre un foulard pour des raisons X ou Y. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de ne pas épiloguer sur le comment, mais le pourquoi. Bien sûr. Donc, ce miroir a été supprimé et c'est ça qui a ensuite, cette année, provoqué toute la difficulté parce que une enseignante et une équipe de direction a peut-être considéré que c'était pas approprié. Donc, le mouvement, au départ, c'est effectivement l'aide aux devoirs, donc l'attribution des heures supplémentaires enseignant les HSE, exceptionnelles, les HSE pour que les élèves puissent bénéficier de l'aide aux devoirs. Et suite à une inspection générale dite à 360 degrés, le nombre d'heures HSE avait été diminué de manière substantielle. Et c'est ça qui a effectivement provoqué cette espèce de montée d'adrénaline chez les élèves, pour une raison bien simple, c'est que c'était un lycée qui, bien que sujet à une IPS défavorisée, un indice de position défavorisée, un IPS, était un lycée en pleine reconstruction, on va dire, et en pleine relégitimation, à tel point que des familles de Suresnes demandaient à venir à Joliot-Curie depuis 2 ans. Alors que jadis, c'était exactement l'inverse. D'accord. Enfin, on ne va pas tout mélanger, mais... Ouais. Oui, mais tout ça, mis bout à bout, ça a effectivement provoqué ce tollé. Et à un moment... Alors, est-ce que ce sont les médias? Est-ce que ce sont des personnes mal intentionnées? Est-ce que ce sont des prosélytes? Parce que ça existe, le prosélytisme religieux, il existe dans toutes les villes, à Nanterre comme ailleurs. Mais alors, je veux dire, de manière extrêmement marginale. On ne sait pas pourquoi, toujours est-il que d'un seul coup, non pas leurs revendications, parce qu'ils n'ont jamais revendiqué là-dessus, les élèves, mais c'est une frénésie. Voilà. D'accord. Alors, comme on n'a que quelques minutes, à peine quelques minutes. Non, mais c'est pas ça, c'est que je voudrais quand même qu'on puisse discuter. Je voudrais qu'on reparle justement de ces fameuses tenues vestimentaires qui ne vont pas à l'école, qui sont des tenues religieuses, en ostentatoires. Est-ce qu'on peut réexpliquer en fait ce qui est interdit et qu'est-ce qui est vraiment interdit? C'est-à-dire que camis, abaya, voile, Pierre Juston, un mot là-dessus. Qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre? Qu'est-ce qui pose problème dans le cadre de l'école?
En réalité, ce qui pose problème, c'est pas tellement les signes et les tenues. C'est-à-dire que nous, on se focalise sur les signes et les tenues parce que si vous reprenez la genèse de la loi de 2004, depuis l'affaire de Creil, qui est cristallisée en 89, et puis la commission Stasi et tous les débats sociopolitiques qu'on a pu avoir, ça se focalisait sur les signes ou les tenues. La réalité, c'est que ce qui est interdit pour les élèves, c'est de manifester ostensiblement leur appartenance religieuse. Et ça peut se faire de différentes manières, y compris effectivement par le port de signes ou de tenues. Et donc il y a des tenues et des signes qui, si vous voulez, tout signe ou toute tenue ou tout symbole, quel qu'il soit, c'est un débat très vieux qui date de la loi de 1905 et de la question de la neutralité, mais a une pluralité de significations, ça c'est évident. Mais il y a un certain nombre d'éléments, de tenues, de propos, de tout ce que vous voulez, qui ont une signification objective. Et donc, en fait, il y a une différence entre les deux. Ce qui est interdit pour les élèves, qui sont des usagers directs du service public de l'éducation, c'est de manifester ostensiblement leur appartenance religieuse. Mais ça peut se faire de plein de manières différentes. Ce n'est pas une liste d'éléments. Alors, il y a des éléments qui sont listés parce qu'ils sont objectivement porteurs d'un message religieux. Mais pour autant, cette liste, elle peut se poursuivre, si vous voulez. Ce qui est interdit, c'est de manifester ostensiblement son appartenance religieuse. Alors, donc on peut le faire de manière discrète, mais pas ostensiblement. Je l'entends. Alors malheureusement, comme on n'a pas de temps et qu'on ne peut pas digresser pendant des heures, c'est ma dernière question, Jean-Pierre Bellier. Oui. Juste, je vois bien qu'il faut l'admettre, à force d'avoir connu que la liberté finalement en France, beaucoup de jeunes maintenant n'ont mépris ou indifférence justement à égard de cette fameuse liberté qu'on a aujourd'hui de pouvoir dire, penser ce que l'on veut, porter ce que l'on veut. Et donc ma question, pour faire court, c'est comment faire pour que le cadre laïque, l'idée de la laïcité, séduise encore les jeunes aujourd'hui. Ils se disent, c'est grâce à la laïcité que je peux justement pouvoir exercer ma foi comme je le veux, mais en dehors de cadre scolaire. La question est complexe. Je sais, elle est complexe parce qu'il faut comprendre que toute atteinte au principe de laïcité procède de 3 mécanismes qui convergent. Déjà, un facteur psychologique. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui seront particulièrement sensibles à l'influence religieuse tout en étant croyants et d'autres croyants qui ne le sont pas du tout. Donc il y a le premier point. Après, il y a les facteurs socio-économiques. Qui sont déterminants. C'est-à-dire que quand on est dans une situation de précarité, de difficulté économique, on a tendance à se recentrer sur son cœur familial, sur sa communauté, et donc on va implicitement adopter un certain nombre de codes qui laissent on adhère à un principe religieux. Puis il y a après, parce qu'il ne faut pas le négliger, je l'ai dit tout à l'heure, une certaine forme de prosélytisme de la part d'un certain nombre de prêcheurs, un certain nombre d'adultes qui, pour des raisons qui sont parfois complexes, font un peu la promotion d'une attitude qui force un peu le caractère religieux du comportement de chaque jeune. Donc c'est sur les 3 leviers qu'il faut agir et pas uniquement penser qu'il suffit de faire un cours sur la laïcité pour que automatiquement les jeunes s'approprient les valeurs qu'elle sous-tend cette doctrine. C'est un travail de longue haleine, mais j'insiste beaucoup là-dessus et je pense que parmi ceux qui portent des théories intéressantes sur le sujet, je me fais plaisir de citer Gilles Kepel, parce que Gilles Kepel, justement, il n'est absolument pas dupe sur la question des excès de l'islamisme et du djihadisme, mais en même temps, il a une dimension de psychologue qui lui permet d'analyser les faits sociaux, j'allais dire comme Durkheim en sociologie, comme des choses, et aussi sur le contexte socio-culturel et socio-économique qui influence. Et on n'y arrivera que si on pense système et pas simplement on pense sur l'un de ces 3 champs uniquement. C'est sur l'ensemble des choses. Merci à vous deux. Je suis désolée parce qu'effectivement l'émission est courte et on devrait faire une émission de 2 heures à chaque fois pour pouvoir avoir le temps. Mais Pierre Justin, avec plaisir. Venez sur le plateau dès que vous êtes pas loin de chez nous, dès que vous arrivez vers Paris, etc. N'hésitez pas à venir sur le plateau pour qu'on puisse justement reparler de ce point. Bien entendu, Jean-Pierre Bellier, vous êtes le bienvenu aussi. Merci à vous.
voisin. En voisin, tout à fait. Nanterre est juste à côté. On est tout près dans le 92. Merci à vous deux d'avoir été avec nous pour parler de ce sujet très important qu'est la laïcité. On marque une courte pause sur le Grand JT et on se retrouve dans quelques instants. De retour sur le plateau du Grand JT, je suis ravie d'accueillir Éric Ducrot. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur du groupe Sévigné, un groupe scolaire privé situé dans l'Oise, près de Paris. Vous allez de la toute petite section de maternelle, c'est bien cela, jusqu'au bac. Et vous proposez BTS. Voilà, vous proposez même des BTS. Oui. Génial. On parlait de la laïcité il y a quelques instants dans un autre débat, et notamment de la tenue vestimentaire à l'école qui fait débat aujourd'hui avec le nombre d'atteintes à la laïcité et les tenues religieuses ostentatoires portées justement dans le cadre de l'école à Sévigné. Depuis 2018, et vous allez me dire pourquoi d'ailleurs depuis 2018, tous les élèves de la 6e à la terminale sont en tenue. Vous dites bien tenue et non pas uniforme. Pourquoi ? Parce que uniforme, on a banni le mot dès le départ. J'ai dit, attention, je ne veux pas entendre le mot uniforme. Uniforme, dans l'inconscient collectif, enfin, du moins chez moi, c'est l'armée, c'est le truc, etc. Je me suis dit, si on veut lancer une tenue, il ne faut pas commencer par dire uniforme. Donc, on a lancé la tenue en 2018. Pourquoi 2018 ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je vous explique. 2018. En 2015, j'ai annoncé qu'on mettrait la tenue en 2018. Et en 2012, j'ai dit, on va faire la tenue. Et en 2007, à l'école... 2006 à l'école, j'ai dit on va prendre une blouse à l'école. Parce que je me suis dit, les petits écoliers, ce sont ceux qui seront au collège au moment où il y aura la tenue. Et donc, les petits écoliers ont mis la blouse. Alors c'était une blouse jaune, une blouse rouge, etc. Et en 2008, j'ai dit attention maintenant, c'est la blouse de Sévigné qu'il faut. Donc 2008-2018, il nous a fallu 10 ans pour mettre la tenue en place. Et j'avais dit, ça sera... minimum 8 à 12 ans. On a tenu 10 ans. Effectivement, on dit qu'il faut 10 ans pour faire une réforme. Pour vous, c'est aussi une petite réforme dans le cadre de l'établissement. Et pourquoi avoir choisi de mettre une tenue donc à l'école ? Est-ce que c'était au départ l'idée de pouvoir gommer les inégalités ? Pas seulement. Pas seulement. La tenue, le vêtement, c'est un moyen de provocation. Le vêtement, c'est une source de prosélytisme. Le vêtement, c'est un vecteur de mode. Donc, la tenue répond à ces, j'allais dire, à ces 3 mini-crises. Ça ne répond pas forcément à tout, mais ça répond à ça déjà. Mais en 2012, il n'y avait pas le problème des tenues religieuses ce soir à l'école. On ne voyait pas. Ah si, vous le voyez déjà ? On sentait, bien sûr, on sentait. Mais vous voyez, vous prenez la tenue comme une seule réponse, comme le font les politiques. La seule réponse au problème religieux. Celui qui souhaite, et on le voit, je lisais dernièrement une proposition d'Éric Ciotti, avec qui je n'ai pas parlé, il disait, on va mettre l'uniforme, on va remettre l'uniforme à l'école. Si il utilise la tenue simplement pour répondre au problème le problème religieux, on va dire, il va se planter. De tenue religieuse ostentatoire, parce que c'est toujours pareil. Le problème, c'est ostentatoire. Mais oui, mais on est parti de ostensible, on est passé à ostentatoire, et maintenant on est à le terme exact, c'est réforme. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on sous-entend quand on met la tenue ? Mais ça ne va rien répondre. On peut mettre une loi. Vous voyez, le paradoxe, c'est que j'ai imposé une tenue. J'ai imposé, j'y crois fermement. Parce que je me dis que si on n'avait pas la tenue, on serait confronté à un certain nombre de problèmes que vous connaissez aujourd'hui dans certaines écoles. Cela veut donc dire que vous ne l'êtes pas depuis qu'elle a tenu ? Bien sûr. Il n'y a aucun message qui sont délivrés, qui sont gênants ? Bien sûr que non. Aucun autre élève qui se dit à un moment, non, je refuse, moi, de porter cette tenue et je viens quand même en abaya ou à l'école ou avec un camis ou autre chose ? Mais non, j'ai des jeunes filles qui sortent de Sévigné, Compiègne, qui sont au bout de la rue et qui mettent leur voile. Ça ne me dérange pas. Bien sûr, mais qui acceptent effectivement dans le cadre républicain de l'école de porter effectivement la tenue imposée, mais du coup de ne pas porter leur voile. Bien sûr. Puisque c'est la tenue. Vous savez, quand l'Olympique lyonnais va sur le terrain, les joueurs ne sont pas en uniforme, ils sont en tenue, ils ont le maillot, on espère qu'ils vont mouiller. L'avocat va à la barre avec sa robe, le pilote c'est dans coquille. Pourquoi il n'y aurait pas une tenue
pour aller étudier. Alors c'est pour se distinguer aussi par rapport à l'autre équipe, ce qui n'est pas le cas. Là, vous ne jouez pas contre, Non, a priori, vous jouez pour. Oui. Donc, est-ce que vous arborez une tenue aussi alors pour aller à l'école? Non. Bien sûr, alors, le jour de la tenue prestige, je mets la tenue prestige avec les élèves. C'est quel jour? Ça qu'il y a un jour par semaine, par exemple? Non, et, c'est noté dans leur vadémécum, c'est-à-dire dans leur livret qu'on leur donne au début de l'année. Ils savent que tel jour, ils iront à l'école avec la tenue prestige, parce que c'est un jour spécifique, spécial. Alors, tenue à l'école, pas de téléphone portable. Moi, j'ai l'impression qu'on est dans les années 70. Ah oui. Ce qui n'est pas une critique absolument pas dans ma bouche, puisqu'on voit bien ici sur ce plateau que parfois serrer un petit peu les vis pourrait parfois peut-être améliorer certaines choses. Est-ce que votre vision, c'est de revenir à une école d'il y a 30 ans, ou est-ce que vous pensez néanmoins que vous êtes dans l'école du futur, dans ce que vous proposez, et comment? Alors là, je suis en train de faire l'école dans 30 ans. Pas d'il y a 30 ans. Vous pensez que dans 30 ans, il n'y aura plus de téléphone et qu'on sera tous en tenue? Non, dans 30 ans, il y aura des tenues à l'école. Dans 30 ans, il y aura des tenues. On ne pourra pas faire autrement. On ne pourra pas. Ça s'imposera. À condition, bien sûr, qu'on ne l'impose pas pour répondre aux seuls problèmes religieux. Je vous explique. Si demain, un imbécile lance un appel en disant tous les véganes de France, n'est-ce pas, doivent avoir un pull rouge pour venir à l'école. On va faire une loi pour dire il n'y a plus de pull rouge à l'école. Mais on va aller courir. On court vers ça. Parce qu'il y en a un autre, ça va être la faucille et le marteau. Un autre, ça va être... Vous voulez dire que tout communautarisme peut amener à une loi, bien sûr, quel qu'il soit religieux ou politique. Oui. Voilà, c'est ça. Et du coup, on ne s'en sort plus. On ne va plus s'en sortir. On ne va plus s'en sortir. Alors cette tenue, forcément, elle a un coût. D'abord, j'aimerais savoir quel est le coût en fait d'une scolarité à Sévigné, par exemple, quand on est au collège. De la contribution, vous voulez dire, ou oui, pour la tenue. le coût pour en fait une famille, un élève qui arrive en école en cours de 5e. Il faut compter 100 € par mois. 100 € par mois? Oui. D'accord. Et la tenue en question, elle coûte combien? Alors, il y a dans la tenue obligatoire, c'est-à-dire le polo, et le pull, c'est dérisoire, c'est 30 €. On a évalué le package à 100 € pour toute une scolarité sur un cycle de 4 ans. Ça fait donc, quand on répartit, 25 € par an. Et les enfants sont habillés tous les jours. Donc c'est pas une tenue qui varie en fonction de l'âge, elle peut... Non, elle sera... C'est comme une grande blouse en fait, c'est ça? Ah non, il y a le polo, le pull, le sweat. Il y a un certain nombre de choses. Pourquoi c'est une tenue et non pas un uniforme? Parce que si demain vous êtes élève à Sévigné, je vous encourage à l'être, vous verrez plein de choses, eh bien, vous pouvez mettre votre sweat Sévigné, ou vous pouvez mettre le polo manche courte, ou vous pouvez mettre le polo et le pull, ou le sous-pull. C'est-à-dire qu'il y a une marge de liberté. Moi, je n'ai pas voulu imposer cette chose. Et lorsque vous me disiez l'école de demain, lorsqu'en 2017, devant les professeurs, les éducateurs et les personnels à la pré-rentrée, j'ai dit, voilà, dans un an, il y aura la tenue à Sévigné. Hein. On est prêt. On va perdre au moins 20 familles. 40 familles, j'en tirerai les conclusions. Je me serais trompé, j'aurais fait une erreur, et 40 familles, on ne peut pas perdre 40 familles. On a perdu 2 familles. 2 familles seulement. Enfin, c'est quand même 2 familles que vous avez perdues malgré tout. Oui, on a préféré les garder. Ils n'ont pas compris votre choix. On a gagné plein d'autres familles. C'est sûr. Je presse parce qu'effectivement, on n'a plus que 2 minutes. Ça va très très vite le temps. Et je sais qu'on a parlé de téléphone portable. Effectivement, vous avez refusé, mais ça c'est le cas dans beaucoup d'écoles où normalement on demande aux élèves systématiquement d'éteindre les portables. Du moins, alors je ne sais pas que j'ai interdiction. Ils passent quand même, ils franchissent la porte, mais ils sont dans le cartable. Vous avez développé énormément d'activités à Sévigné. J'ai l'impression que les élèves ils sont choyés. Que vous avez proposé quand même quelque chose de formidable, c'est le choix des matières au lycée. Racontez-moi. C'est le PPELS. Bon, pour le téléphone, il est interdit depuis 2003. On m'a regardé avec des yeux ronds quand j'ai dit il est fou, il va interdire le téléphone, ça ne marchera pas. Aujourd'hui, si vous interdisez le téléphone dans une école, vous avez la révolution. Chez nous, on a un téléphone de confisqué par grande période, n'est-ce pas? Donc, Mais Sévigné, c'est privé ou public? C'est privé. Privé, dans beaucoup de privés sans contrat, les téléphones sont interdits. Beaucoup, quand même. Moi, je connais Sévigné. Oui, voilà, vous ne connaissez pas les autres, mais enfin, dans beaucoup d'autres, c'est interdit. Non, je reviens, parce que c'est fort intéressant, justement, au choix des matières au lycée. Racontez-nous, parce que c'est rare. À partir de 15h l'après-midi, les lycéens choisissent leur cours. C'est-à-dire qu'un élève qui est en bac général peut aller faire du droit. Un élève qui est en seconde peut aller faire de la philo.
hein. Ils choisissent les cours. Ils ont devant eux un professeur, parce qu'ils sont partie prenante. Hein. On pourrait pas faire ça seul. Et donc, les professeurs font des conférences. Et durant cette période qui va de septembre à fin mars, les élèves vont s'enrichir, passer des cols KH, hein, comme en prépa, et où ils sont bousculés pendant 20 minutes. Le professeur les démolit sur ce qu'ils viennent présenter. On les stresse, on les déstabilise. Et ils passent une épreuve finale à l'étranger et en France. En France, c'est une épreuve sur l'ensemble des conférences, et à l'étranger, ils vont passer leur bilan d'anglais à Londres fin mars, sachant que chez nous, à Sévigné, à Compiègne, toutes les semaines, ils sont en évaluation. Alors, on parlait des élèves qui sont choyés, les profs le sont aussi, et je parle au niveau de la rémunération aussi. Les malheureux, que voulez-vous Je dis les malheureux parce qu'on leur en demande. C'est un vrai projet à Sévigné. Je veux dire, le chef d'établissement, moi je les représente quelque part, mais je n'aurais rien pu faire sans eux. Ils sont partie prenante, ils sont gourmands comme je le suis, ils sont curieux, et puis je ne dis pas qu'on s'amuse, parce que s'il y a des élèves qui... Ça devrait être ça, l'école. On devrait s'amuser tout en apprenant. Étymologiquement, l'école, c'est l'amusement. Hein. Mais c'est vrai qu'on essaie de faire des choses autrement. Ce que je citais tout à l'heure, la seule révolution possible, c'est d'essayer de s'améliorer soi-même en espérant que les autres fassent la même démarche. Le monde ira mieux alors, Georges Brassens. C'est-à-dire que si on n'essaie pas de faire quelque chose ici dans notre coin, et si un autre ne fait pas quelque chose, autre chose dans son coin, il ne faut rien attendre du haut. Il n'y a pas de vision là-haut. Il n'y a pas de vision. Donc, essayons d'avoir une petite vision et puis de faire avancer modestement les choses. On va se quitter sur les mots de Georges Brassens. Oui, très bien. On aime tellement ici. Merci mille fois d'avoir été avec nous, Éric Ducrot. C'est un plaisir de vous recevoir. Je rappelle que vous êtes directeur du groupe Sévigné, un groupe donc scolaire privé situé dans l'Oise. Catholique, si vous le voulez, oui. Avec joie. Privé, catholique, voilà. Donc situé dans l'Oise, voilà, qui va donc de la maternelle jusqu'à la terminale, et même avec un BTS. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour votre accueil. Allez, tout de suite, c'est à vous, cher Loïc. Youpi. Alors, cher Loïc, vous avez l'habitude de nous raconter les petites histoires de la grande histoire de l'école chaque semaine. La semaine dernière, vous nous avez dit que vous nous avez tout raconté, en rigolant évidemment sur le contenu de la trousse, sauf... Sauf l'effaceur. Oui. Et donc Eh bien donc c'est maintenant tout de suite. Voilà. Oui, parce que c'est vrai que je vous ai balancé ça un peu à la cantonade comme ça, et juste après être sorti de plateau, je suis quand même allé faire quelques recherches, et il y a une histoire passionnante sur l'effaceur. Donc effectivement, on va en parler. Et déjà, je vais vous révéler les substances qui se trouvent dans cette fameuse partie blanche qui permet d'effacer. Mais d'abord, il faut savoir ce qu'il y a dans l'encre des stylos à plumes. Et oui, parce qu'en fait, il faut rappeler que l'effaceur n'efface pas le stylo à billes, par exemple. Et oui, c'est dû tout simplement à la composition de l'encre qui est faite notamment avec du bleu d'aniline. Alors, l'aniline, c'est un composé fabriqué à partir d'atomes de carbone, d'azote, de glycérine et d'éthylène glycol, qui est notamment utilisé en tant qu'antigel dans le liquide de refroidissement des voitures. Excusez-moi, mais est-ce qu'on peut revoir l'image? Parce que franchement, à part ces atomes, j'ai compris le lien, d'accord, mais c'est quoi ça veut dire quoi, en fait, cette image? C'est la représentation atomique de ce qu'est l'aniline. Voilà, je vous l'ai mis comme ça, juste pour les passionnés de physique-chimie qui nous regardent. Il y en a, et il ne faut pas les oublier. Non, je ne sais pas à quoi ça correspond, l'hexagone, là. Ah non, là, vous m'en demandez trop. D'accord. Non, en tout cas, effectivement, c'est un composé. Un composé est fabriqué avec plusieurs atomes. Donc, ce que vous avez sur la petite image, ce sont les atomes qui sont agrégés et qui forment ce composé. Donc, à noter, d'ailleurs, vous faites bien d'en parler, que ces atomes sont toxiques pour l'homme et pour l'environnement. Donc surtout, les amis, ne jamais ingérer d'encre à stylo à plume, parce que là, c'est directement les urgences et c'est très grave. Dernière précision, du coup, pour nos amis qui adorent la physique-chimie, l'aniline, on l'utilise beaucoup dans les industries du vêtement, de la pharmacie ou du plastique comme colorant, parce que c'est la base de la création du bleu indigo, figurez-vous. Oui, mais vous nous dites que c'est toxique, alors c'est inquiétant. Ah oui, non, mais c'est inquiétant. Bah, oui, ça dépend du degré, c'est ça? Ça dépend du degré, et ça dépend surtout si on l'ingère ou pas. Bon, voilà. Pour en revenir à l'effaceur, donc l'effaceur va provoquer une réaction chimique sur l'aniline. Exactement.
Exactement, c'est ça. Sur la partie blanche en fait de l'effaceur, il y a du bisulfite de sodium. Donc c'est une forme de sel tout simplement qui va dissoudre les molécules bleues via une réaction acido-basique et une oxydation. Et le composé en fait qui va en résulter va être transparent. En fait, ça fonctionne comme une décoloration de vêtements quand on laisse de la javel dessus. Vous savez, c'est un petit peu pareil. Ensuite, on laisse sécher et on peut réécrire par-dessus grâce au stylo prévu à cet effet, le deuxième qui, lui, n'est pas sensible au bisulfite de sodium. D'accord. Il y a une bataille autour de l'invention de l'effaceur, apparemment. Oui, il y a toujours plusieurs versions. Vous savez qu'on a des belles inventions comme ça. Mais déjà, je vais vous révéler qui a trouvé pour la première fois le procédé pour effacer l'encre bleue. Selon les historiens, il s'agit d'un homme qui s'appelle Adolfo Kaminski, qui est né à Buenos Aires. Il est issu d'une famille juive russe installée en France. À 15 ans, il travaille comme apprenti teinturier et un jour, sans faire attention, il laisse tomber un composé lacté dans une cuve pleine de linge taché. Et là, il se rend compte en regardant que le bleu qu'il y a sur les vêtements a totalement disparu. Il commence à comprendre un petit peu comment ça marche. Plus tard, il s'engage dans la résistance et grâce donc à sa découverte et grâce à ses bases en chimie, il va devenir un expert en fabrication de faux papiers, justement en travaillant sur l'effacement de l'encre bleue. Et c'est lui qui est un peu considéré comme le premier, finalement, à avoir découvert comment on efface l'encre. D'accord, mais d'autres s'emparent aussi de l'invention en question. Alors ça, c'est génial, parce que je suis allé faire un petit tour sur le site du concours Lépine. Et en 1935, il y a un monsieur Defleur. On ne sait rien de lui, on ne sait pas qui il est, d'où il vient, ni rien. Il y a juste un monsieur Defleur, en 1935, qui a proposé au concours Lépine un stylographe détacheur d'encre. Donc c'était un petit peu finalement l'ancêtre de notre effaceur, quoi. Donc on voit bien que dès les années 30, il y a un mouvement global autour de cette question-là. Et mouvement global parce qu'ensuite en fait il y a toute une série, il y a 2 entreprises qui prennent le relais, c'est ça? Oui, des grosses entreprises. Alors d'abord Pélican et ensuite Reynolds, qui sont 2 marques historiques dans les fournitures de bureaux. Alors Pélican, c'est une société allemande qui est fondée en 1838 et qui revendique la paternité de l'effaceur. Elle affirme que ce sont ces chimistes en fait qui ont inventé le produit dans les années 30. Une sorte d'eau de javel avant l'heure, et qu'ils sont aussi à l'origine de l'effaceur qui réécrit de l'autre côté pour une sortie en 1977. Il y a aussi donc Reynolds, je vous en parlais, avec une histoire, on approche de Noël, et puis il y a les petits films de Noël, là, les téléfilms sur TF1, vous savez, moi j'adore ça, regardez ça. Bon, bref, peu importe, on s'en fout de ma vie. Néanmoins, ça ressemble un peu à un conte de Noël romancé. Selon Reynolds, en 1975, les chercheurs de l'entreprise auraient proposé le projet d'effaceur au fondateur de Reynolds, au fils du fondateur, pardon, qui n'en aurait pas voulu. Et puis un jour, il arrive à son bureau et il voit sa petite fille complètement en pleurs, triste, incroyablement triste parce qu'elle a taché son cahier. Et du coup, elle sait qu'elle va se faire gronder par la maîtresse. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher l'invention de ces chimistes. Et alors, il essaye. Et il voit que ça marche. Magnifique. Et comme il voit que ça marche, forcément, il dit on y va et on met en place la fabrication à l'échelle internationale. Et c'est en 1979 que Reynolds annonce la sortie du Magic Pen. C'est un effaceur réécriveur avec d'un côté le bouchon blanc et donc de l'autre le bouchon bleu pour le stylo. D'accord, alors 77 contre 79, et c'est Pélican finalement qui gagne? Ah oui, du coup à 2 ans près effectivement, mais ce qu'on peut voir en tout cas, c'est que c'est vraiment dans les années 70 que les élèves ont enfin pu se détendre un peu, parce que c'est vrai qu'avant, s'il y avait des ratures sur les cahiers, c'était un petit coup de règle, ou en tout cas on était punis. Les professeurs étaient très attachés à la tenue du cahier, et l'encre malheureusement faisait beaucoup de tâches. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils avaient la plupart des tabliers. C'était pas un uniforme, c'était un tablier pour se prémunir des taches d'encre. Voilà, donc en gros, c'est les années 70, l'industrialisation, et c'est venu jusqu'à nous. Plutôt que stopper les coups de règle, ils ont préféré inventer l'effaceur. Heureusement que ça a changé depuis. Alors, cher Loïc, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a l'effaceur, et puis maintenant, il y a ce qu'on appelle vulgairement le Tipex, qui est quand même une marque, il y a le blanc. Donc j'aimerais bien que la semaine prochaine, si vous êtes d'accord, on puisse parler de ce fameux effaceur différent. Eh bien, c'est vendu. Je vous fais le blanc, le blanco, comme on disait quand j'étais petit. Le blanco. Le blanco. Merci beaucoup, Loïc. Allez, c'est l'heure de retrouver Malika Ménard qui accueille son invité pour Souvenir des colliers. Cette semaine, c'est Chloé Morteau. Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenir des colliers. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie sur son enfance et sa scolarité. Et avec nous aujourd'hui, Chloé Morteau. Bonsoir. Bonjour Chloé. Alors, tu as été reine de beauté.
Miss France en 2009. Oui. 3e dauphine de Miss Monde. 5e dauphine de Miss Univers. Non, mais c'est un sacré parcours. Ah, c'est gentil. Mais je pense que tu es une des seules à avoir été dauphine des 2 concours, d'ailleurs. Oui, je pense que je suis la seule, effectivement. Ouais. Et tu as également la particularité d'avoir une double nationalité. Tu as la nationalité américaine. Ouais. Tu vis d'ailleurs en ce moment aux États-Unis. Ouais. Je te regarde, je suis bouche bée. Non, mais est-ce que je te regarde? Parce que ce que tu n'as pas dit, c'est quand même donc Miss France 2009, Miss France 2010, Oui. et puis là, je te vois là. Tu m'as vu, j'étais un petit bébé. Oui, puis maintenant, là. Mais effectivement, oui, je suis américaine maintenant. Et tu es devenue chef d'entreprise. Chef d'entreprise, exactement, ouais. Tu as monté 2 marques. De marque. La première, une marque de cosmétiques, et la seconde, ta marque de gummies qui soulage les règles douloureuses. Exactement, donc les règles douloureuses d'un côté, la beauté pour le corps de l'autre. Puis je suis maman de 2 petits-enfants aussi. D'autres projets dans les mois, les années à venir? Alors pour le moment, déjà, on va se concentrer sur les 2 marques, parce que 2 marques, c'est quand même beaucoup. Puis maman, je viens d'avoir une petite deuxième, elle a 5 mois. Oui. Et même ta 2e marque et tout ce... Elle a aussi 5 mois. Voilà, ça fait quand même beaucoup de bébés, oui. J'ai eu l'intelligence de faire tout en même temps. Donc voilà, accoucher, faire une marque, allons, on y va. Donc on arrête les projections dans le futur, on revient dans le passé. T'étais quel type d'élève? Alors moi, j'étais l'élève plutôt studieuse, mais moyenne. Parce que toi, je sais que tu étais quand même plutôt un télo. J'étais à 12 de moyenne. Ouais. Tu travaillais? Donc genre moyen. Je travaillais beaucoup, mais je n'étais pas très forte. Français et c'est toujours et. Très très forte en anglais. Donc en fait, je pense que ma moyenne, tu vois... Ta mère était prof d'anglais? Oui. Oui, et j'étais la fille qui était dans la classe et qui corrigeait la prof d'anglais. Oui, parce que t'étais bilingue. Bah oui, j'étais insupportable. Elle me détestait. Mais t'en avais pas conscience sur le moment? Bah, tu vois, elle fait une faute, donc j'ai envie de l'aider. Et en fait, tu te rends compte que juste c'est impertinent après. Mais du coup, t'avais toujours 20 sur 20 en anglais? Ouais, 18, 17, 18. J'arrivais à faire des petites fautes, ouais. T'as grandi où? J'ai grandi dans le sud de la France, dans un tout petit village qui s'appelle Bénac. Mais t'es née dans le Calvados, comme moi. Mais je suis normande, qui a été adoptée, qui est partie en Bourgogne, et puis après, je suis allée dans le sud de la France. À quel âge dans le sud de la France? Oh là, j'avais 8 ans, 9 ans. Donc j'ai quand même fait la plupart de ma scolarité dans le sud de la France. Et pourquoi t'as autant déménagé, justement, dans ta scolarité? J'ai suivi mes parents, j'avais pas le choix. Mais comment ça se fait qu'ils étaient... En fait, mon père, il a fait une école d'ingénieur en Normandie, ouais. Où je suis née, et suite à ça, en fait, il a trouvé un poste à Bourgogne, et puis le sud de la France. Et c'était pas trop compliqué, justement, pour la scolarité, tous ces déménagements? Ça a été un peu difficile. Tu perds les amis, tu perds contact. Il n'y avait pas Facebook, Instagram, tout ça à l'époque. Tu t'écrivais des lettres, et puis au fur et à mesure, tu perds un peu le contact. Mais bon, c'est comme ça. Quelle relation tu avais avec tes parents? Bonne relation. J'ai toujours une bonne relation avec mes parents. Je suis une fille à papa. C'est vrai que tu es tout le temps avec ton papa à faire des petites expositions. Ouais, tous les non, mais deux. je suis fille à papa, mais j'adore aussi ma maman. Donc, mais une relation un petit peu plus conflictuelle avec ma maman. Mais j'adore mes parents. Et tu as un frère aussi? Et j'ai un petit frère qui est gigantesque. C'est vrai qu'il est très grand. C'est genre, même encore aujourd'hui, quand je le présente, je fais ça, c'est mon grand. Non, petit frère, mais qui est très très grand. Et pareil, vous avez toujours été proches? On a toujours. On s'est beaucoup battus. Beaucoup. Mais vraiment, je sais pas si tu sais, les expériences, tu es en train de conduire et il est regardé par ma fenêtre et je vais le tabasser. Ah, tu le bagarrais? Ah, mais. Et en fait, j'étais assez violente avec lui jusqu'au jour où il m'en a retourné une. Et là, il avait un peu plus de force? Ah ouais. Et là, j'ai arrêté, j'ai fait, ah ouais, non, mais en fait, je vais me calmer tout. T'avais quel âge? Ah, je devais avoir quoi? J'ai envie de dire 18 ans. Ah oui, quand même, t'as été bagarreuse tardivement. Ah ouais, non, mais moi, j'y allais un peu avec les crocs, et puis à 14 ans, et puis il s'est levé comme ça, il m'a fait baf, et là j'ai fait, ah ouais, ok, je vais me calmer. Est-ce que t'as gardé des amis de l'époque? Ah ouais, j'en ai gardé quelques-uns du collège, c'est les plus vieux que j'ai. Tu les vois encore? J'en vois une, et alors j'en ai une qui c'est spéciale parce qu'elle habite aux États-Unis elle aussi. Sarah? Elle a gagné sa green card, exactement, ouais. Sarah. Et donc c'est marrant parce qu'on a quand même grandi dans le même petit village. On est allés au collège ensemble et on s'est retrouvés à Los Angeles aussi ensemble. Qu'est-ce qu'elle fait elle aux États-Unis? Elle est actrice. Et tu vois, on se regarde, tu vois, des fois on se voit et on se dit non mais c'est quoi ce parcours? Comment nous deux, notre petite ariégeoise, on en rêvait et maintenant on est à LA, quoi. Elles vivent le rêve américain. C'est un truc, mais c'est fou.
C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Chloé Morteau pour la suite de Souvenirs d'écoliers. À demain. Merci Malika, merci Chloé, à demain. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Le marché de la tech en tant que tel, il faut vraiment l'aborder comme un marché avec 3 sous-segments très forts. Tout ce qui va être formation initiale, donc les entreprises qui cherchent à travailler avec le primaire, le collège, le lycée et les familles de manière générale. L'enseignement supérieur privé et public, c'est pas la même chose. Et ensuite, la formation professionnelle et la formation tout au long de la vie, en B2C grâce au CPF ou au sein des entreprises. Et les 3 segments de marché sont extrêmement spécifiques. Et c'est vrai que sur les 500 entreprises en France aujourd'hui, le gros du chiffre d'affaires est généré par les entreprises de la formation professionnelle. C'est lié à tout un tas de choses, mais cette question de est-ce que la tech est une tech comme les autres, elle est vraiment intéressante parce que dans ce secteur-là, plus que dans un autre, ce sont des entrepreneurs qui veulent vraiment changer l'éducation. Et l'éducation, c'est quelque chose, comme tu le disais, Cyril, qui nous touche tous. Et donc, il y a une vraie dimension d'impact, peut-être plus que dans d'autres secteurs, généralisée à toutes ces entreprises, avec la volonté de créer des outils qui soient accessibles au plus grand nombre, avec un traitement éthique des données et avec des impacts extra-économiques, donc que ce soit sur le lien social, sur l'inclusion, etc. Donc, c'est un secteur qui est extrêmement particulier. Et après, au niveau de la tech pure, là, c'est vrai que c'était la première fois qu'on se penchait vraiment sur cet aspect-là. Est-ce qu'en termes de nombre de devs, il y en a plus ou moins que dans d'autres secteurs? Et comme il y a un développement accéléré de l'intelligence artificielle au sein de notre marché, avec le machine learning, donc comment développer des outils qui s'adaptent au profil cognitif de tous les apprenants, grâce à l'IA, c'est vrai que la partie tech de notre EdTech va être de plus en plus importante. Donc c'est extrêmement intéressant de faire cette capture d'écran en 2022 et surtout de voir qu'est-ce qu'il en sera dans 2-3 ans sur cet aspect-là. Quelle vertu a le sport sur la santé mentale, docteur ? Alors aujourd'hui, le sport a une action ça fait vraiment consensus. Le sport est vraiment très intéressant pour prendre en charge les problématiques de santé mentale. Il y a plusieurs études qui peuvent montrer les bénéfices du sport et notamment pour ce qui est de l'anxiété et de la dépression modérée, on peut avoir une action qui est superposable à celle des médicaments qu'on prescrit actuellement. C'est donc particulièrement intéressant. Ça agit à plusieurs niveaux. Il y a une action qui peut être chimique, qui est chimique, puisqu'on sait aujourd'hui que l'activité physique va permettre d'augmenter les concentrations en certaines hormones, que sont l'ocytocine et les fameuses endorphines dont on entend beaucoup parler. L'activité physique va également augmenter les concentrations en sérotonine, en dopamine, en GABA, et qui sont des neurotransmetteurs qui sont en lien avec l'humeur et l'anxiété. Donc il y a cette dimension biologique où le sport va avoir une certaine efficacité, et derrière ça, il y a aussi une dimension peut-être plus psychologique, plus ciblée sur l'état d'esprit de la personne, avec notamment peut-être une meilleure confiance en soi. Finalement, on se prouve que l'on peut faire face à des activités difficiles, qu'on peut plus ou moins se dépasser, comme on dit, atteindre ses objectifs, et ça, c'est quelque chose qui va pouvoir venir renforcer la confiance en soi. Une histoire que vous inventez, que vous avez promis de ne jamais écrire. Oui, c'est vrai. Alors ça, c'est drôle parce que je tiens bon et je crois que je tiendrai bon vraiment jusque... Elle a quel âge maintenant ? C'est une histoire que je raconte à ma fille qui a 17 ans aujourd'hui, qui a 17 ans, Jeanne. Et j'ai raconté, je crois, on doit être à 80 épisodes. Ça commence à se passer un peu avec le temps. Peut-être qu'elle est plus dans Flaubert que dans Timothée de Fombelle en ce moment. Mais je lui raconte une histoire qui s'appelle Le Masque Rouge. Elle va être très, très heureuse, mais un peu inquiète que j'en parle là en public. Mais c'est une histoire sans fin, et puis c'est une exigence folle quand il y a 79 épisodes, c'est-à-dire quand je me trompe sur le passé du personnage, tel détail, est-ce qu'il est gaucher ou droitier, elle sait 100 fois papa, mieux il y a que 10 moi. ans, tu m'as dit le contraire. Voilà, exactement. Et ça, cette mémoire-là... Et c'est parce que c'est compliqué d'être la fille d'un papa qui vend à des millions d'exemplaires et que vous avez tissé comme ça un lien intime autour de l'invention d'histoire. Il fallait quelque chose rien que pour elle, quand même. Quelque chose rien que pour elle. Voilà. Et elle je trouve l'histoire sublime. Il y a pas mal de choses qui sont rien que pour elle, mais ça, c'était très, très important, et c'est un trésor partagé à 2 seulement. Et elle ne lit pas vos livres ? Pendant longtemps, elle les a pas lus. Elle a tout rattrapé. Elle a fini par rattraper, et
J'avais elle vous a pas sorti, mais dis donc, tu m'as arnaqué, page 358 de Toby, tu m'as ressorti un truc du masque rouge. Elle est très rude, mais elle est aimante aussi, et elle est assez fan maintenant. Voilà. Moi, j'ai découvert que c'était comme on dit de façon polie, un bordel monstre. Cette administration française qui fait que parfois c'est la mairie, parfois c'est le département, parfois c'est la région, parfois c'est l'État. Le millefeuille administratif. Le millefeuille administratif est d'une complexité. Moi, je le savais, j'entendais ce mot. C'est un enfer. Donc pour les petites startups qui se lancent, qui doivent aller loin, elles savent pas qui commencer par convaincre. Si c'est pas les parents et les profs, après derrière, tu as aussi un petit peu les syndicats qui verrouillent le truc, les métiers du livre qui sont bien contents de garder les livres. Moi, je dis tout dans la minute, j'ai le droit. C'est-à-dire que j'ai découvert des entrepreneurs. Alors, à l'inverse, je pense qu'effectivement, ce sont les entrepreneurs les plus motivés et croyants dans leur métier que j'ai vus dans la tech. C'est les plus sincères. Alors, est-ce que sincère et business, ça va ensemble ? Parfois, ça marche, on va voir, mais c'est les mecs qui croient. Donc, ils arrivent à embarquer les gens. Heureusement, il y a effectivement des aides de l'État, mais c'est pas un modèle très start-up, on va dire. Donc, ils sont tous un peu sous perfusion, pas tous. Il y a l'aspect physique, bien entendu, mais comme le docteur le disait, il y a également le lien social qui est mis en évidence avec la pratique du crossfit, parce qu'effectivement, il y a toujours une ambiance assez particulière. Alors, voilà, le crossfit, c'est pas une activité de sport collectif, mais par contre, c'est une activité de rencontre, d'échange. Effectivement, et puis alors, c'est intergénérationnel, c'est tout public. Donc, nous, il y a les résidents de la Cité internationale, mais il y a également le public parisien, local, qui vient faire son sport dans le parc de la Cité, qui est un merveilleux site d'entraînement pour du jogging, notamment. Et donc tout ce petit monde se rencontre. On a également des enfants qui sont là. Même, on voit des petits de 8-9 ans être attirés, happés par la plateforme. Et tout ce petit monde se rencontre. Moi, j'ai vu aussi des personnes âgées, le matin notamment, qui viennent. Elles marchent, elles font la marche nordique qui est très à la mode actuellement. Et elles s'arrêtent avec leur bâton et elles se posent et elles font leurs quelques tractions. Tout à fait. Ça crée l'échange, ça crée aussi un sentiment de sécurité dans le parc, puisque il y a du monde, et puis les gens se rencontrent et se parlent. Il sert dans la Royal Air Force, à la Royal Navy aussi, mais ce qui intéresse très très vite les Britanniques, c'est sa vie privée. Oui, puisqu'en 1981, il se fiance avec une certaine Lady Diana. C'est le début d'un tourbillon médiatique pour le jeune couple. Il se marie en grande pompe devant 750 millions de téléspectateurs à travers le monde. C'est le mariage du siècle. Diana, on le sait, est adorée des Britanniques et du monde entier, sauf qu'entre deux, ça aussi on le sait, ça se dégrade très vite. Plus tard, on apprendra que ce n'était pas vraiment un mariage d'amour, car Charles, la personne qu'il aime depuis toujours, c'est Camilla Parker Bowles, l'actuelle reine consort. Et pour celles et ceux qui auraient raté un épisode, même si c'est compliqué, Charles et Diana finissent par divorcer. Mais oui, et on a peut-être du mal à se rendre compte chez nous, en France, à quel point les Britanniques ont mal vécu ce moment. Mais le divorce, les révélations de la liaison avec Camilla, tout ça, ça a été très compliqué. En 1997, en plus, un an après l'officialisation du divorce, Diana est tuée dans un accident de voiture. C'est une période très sombre pour Charles et même pour la reine Elisabeth II, parce que les Britanniques leur reprochent à tous les deux leur froideur face au décès de Diana, qui est devenue une icône. Et ce qu'on revoit dans la série The Crown, notamment, depuis les choses se sont un peu apaisées, le nouveau couple royal est accepté, semble-t-il, des Britanniques. Mais oui, et il a fallu du temps. Mais en 2005, le prince Charles a fini par se marier avec la femme de sa vie, et même si à l'époque les Britanniques ont eu énormément de mal avec ça. La reine Elisabeth II a mis fin à toute polémique parce qu'elle a indiqué que Camilla serait princesse consort, puis reine consort quand Charles serait roi, et c'est ce qu'elle est aujourd'hui. Voilà, Charles III qui a de nombreux défis devant lui. Mais oui, car la monarchie est à la fois forte et fragile, et si la reine Elisabeth II était adorée, Charles, c'est une toute autre personnalité avec les déboires qu'on connaît, et il s'inscrit surtout dans une toute autre époque. Selon un sondage YouGov, si la monarchie est encore largement populaire au Royaume-Uni, les jeunes la boudent de plus en plus. Seuls 33% des 18-24 ans souhaitent préserver l'institution, contre 59% en 2011. Donc Charles III va devoir aussi moderniser un peu l'image de la monarchie.
Il réfléchit à plusieurs pistes déjà, par exemple transformer le palais de Balmoral en musée, ce qui pourrait être pas mal, et puis ouvrir plus les portes du palais de Buckingham pour se rapprocher des Britanniques. Voilà pour le Zap, c'est la fin de ce grand JT. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Canal 247 sur les Freebox, cooltv.com pour nous retrouver. Vous nous écrivez, on vous répond. Est-ce que vous répondez, Loïc? Je réponds toujours. Écrivez-moi, s'il vous plaît, je suis très seul le soir. Parce que tout le monde écrit à Virginie, moi, tout le monde s'en fiche. Ce n'est pas une émission de dating, vous savez. C'est pas tourner manège? Non plus. Ah, mince. Faudrait le refaire sur cooltv.com, pourquoi pas. Les enseignants qui se rencontrent, le personnel éducatif, et pourquoi pas. C'est vrai, pourquoi pas finalement. Merci à toute l'équipe. Aujourd'hui à la réalisation, Angèle Jean-Girard. Au son, c'est Maxence Mogin. À la rédac, toujours Emma Guessel et Agathe Delannoy que je remercie particulièrement. Colline Hamel au make-up. À demain et ciao.